Alors pourquoi c'est important de connaître les modes de croissance de ces différents organismes? C'est parce que le mode de croissance est complètement corrélé au mode de nutrition. Il y a un lien étroit qu'on vous demande d'être capable de redémontrer entre croissance et nutrition. Quelle est la conséquence nutritive d'une croissance diffuse? Une croissance diffuse, puisque n'importe quelle cellule peut faire de la mitose, ça redonne toujours le même type de cellule, donc évidemment, nous n'aurons pas de formation d'organes. On garde le même type cellulaire, et dans le cas de l'ulve, il y a un seul type cellulaire, nous l'avions montré en TP. Donc pas de formation d'organes, mais le résultat, c'est que comme l'appareil végétatif grandit par toute sa surface, on a un étalement de cet appareil végétatif dans le milieu, ce qui est un grand avantage pour l'ulve, puisque plus son appareil végétatif est étalé, plus il peut capter de la lumière et réaliser la photosynthèse. Et comme il ne possède que 2 couches de cellules, la lumière peut entièrement le traverser et toutes les cellules peuvent réaliser la photosynthèse. Donc ici, il n'y a pas de spécialisation cellulaire, toutes les cellules sont de même type, sont de type photosynthétique. Par toute sa surface, l'organisme réalise des échanges avec le milieu, donc captation de la lumière, on l'a déjà évoqué, capture du CO2 dissous, qui peut donc ensuite se fixer sur la Rubisco pour réaliser la réduction de la matière, du CO2 en matière organique, et puis tous les ions qui peuvent être captés, nitrate, phosphate, potassium, et puis bien sûr élimination de l'oxygène. Donc là, l'étalement de l'appareil végétatif permet d'augmenter la surface et donc d'augmenter les échanges nutritifs avec le milieu. Il en est de même chez les mycètes. Si ce n'est que chez les mycètes, ce n'est pas une lame foliacée comme chez l'ulve qui s'étale et qui s'agrandit. On a une augmentation de la surface, mais par allongement et ramification. Et cet allongement et cette ramification permet d'explorer le milieu, comme le montre la photo d'à côté. Grâce à ce système de ramification, vous avez un énorme volume ici de sol qui est exploré par ce mycélium. Donc ici, la croissance permet l'exploration du milieu et la rencontre, un petit peu aléatoire certes, avec d'éventuelles ressources pouvant exister dans ce milieu. Par exemple, il pourrait y avoir une poche de sol dans laquelle il y a un petit peu plus d'ions et la rencontre avec cette zone permet d'alimenter en ions ce mycélium. Et puis pour lui, c'est pas tant les ions qui sont limitants que la matière organique. La matière organique est relativement dispersée dans le milieu. Il y a des poches de matière organique correspondant à la dégradation d'un fragment d'un ancien organisme qui sont dispersés ça et là à l'intérieur du sol. Et donc l'exploration est quelque chose de particulièrement important pour ces mycètes hétérotrophes, c'est qu'il y a peu de matière organique, qu'en plus elle n'est pas répartie de façon homogène dans le sol. Il y a des zones où il y en a, puisque ça provient de la dégradation d'autres organismes, et donc cette exploration du sol permet d'augmenter la probabilité de rencontre avec la matière organique. L'avantage d'une croissance par méristème, donc par structure pluricellulaire, c'est la formation d'organes, et des organes qui sont spécialisés, donc qui potentiellement peuvent avoir un bon rendement. En particulier, ce qui est limitant en milieu aérien, qui n'est pas du tout donc le problème des algues, c'est les pertes d'eau. On a vu que la spécialisation de certaines cellules à l'intérieur de la feuille limitait les pertes d'eau. Donc pour toutes les angiospermes, la présence de stomates qui permet de contrôler les pertes d'eau. La présence aussi d'un épithélium qui sécrète une cuticule limite également les pertes d'eau. Et puis pour certains angiospermes, il peut y avoir des spécialisations encore plus poussées, des différenciations plus poussées, qui sont des adaptations particulières à la sécheresse du milieu aérien. Donc là, le fait de former des organes avec des tissus spécialisés et parfois même des tissus entièrement spécialisés pour la résistance à la sécheresse, comme par exemple un parenchyme aquifère, est quelque chose d'extrêmement important pour l'adaptation au milieu aérien et pour la nutrition en milieu aérien, puisque dès que l'eau vient à manquer, les stomates sont fermés et la photosynthèse va chuter. D'autant plus que, en plus d'avoir un effet sur la fermeture des stomates, l'eau est aussi le fournisseur d'électrons de la photosynthèse. Donc
la sécheresse du milieu aérien est toujours un paramètre extrêmement limitant pour la nutrition de ces organismes. Et puis cette croissance, elle a permis aussi la mise en place de l'organe racine qui permet aussi cette nutrition et cet apport d'eau. Donc ici, l'avantage d'avoir un méristème, c'est qu'il y a des organes spécialisés avec des tissus différenciés qui concourent tous à la même fonction, cette fonction de nutrition, et qui permet un bon rendement malgré le fait que l'on soit dans un milieu aérien a priori peu favorable à la nutrition. Et bien évidemment, puisqu'on a parlé d'organes spécialisés de type racine et de type feuille, il faut encore des tissus spécialisés mis en place par la couche L3, qui est la mise en place de tissus conducteurs entre la tige et la racine, qui permet les échanges interorganes permettant la nutrition. Donc là, le rôle du méristème est de mettre en place toute une série d'organes et de tissus spécialisés dans la nutrition qui augmentent le rendement de cette nutrition malgré le fait qu'elle se fasse en milieu aérien. Je ne rentre pas dans les détails, je vous laisse en fait revoir votre cours sur la nutrition des angiospermes si vous n'êtes pas au clair là-dessus. En ce qui concerne les animaux, il y a une croissance à partir de structures pluricellulaires, mais ici ça ne met pas en place de nouveaux organes. Le plan d'organisation est déjà mis en place à l'issue du développement embryonnaire. Donc ici le rôle avec la nutrition est un petit peu plus indirect, puisque ici la croissance a un rôle assez important dans les phénomènes de nutrition chez les animaux, mais surtout pour ne pas être la source nutritive d'un autre prédateur. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine taille, les animaux échappent à un prédateur qui est plus petit qu'eux, par exemple. Donc la croissance sert plutôt d'échappement à la prédation que de participer directement à la nutrition des organismes, sauf si eux-mêmes deviennent suffisamment gros pour pouvoir utiliser une nouvelle source de nourriture pour leur propre prédation. Donc là, c'est plutôt les croissances relatives entre proie et prédateur qui interviennent dans la nutrition. Donc là, je reprends en schéma bilan les schémas que je vous ai déjà montrés par morceaux pour montrer comment les modalités de croissance ont un effet non seulement sur le plan d'organisation, mais aussi sur la nutrition. Donc une croissance diffuse permet une exploration du milieu et une exploration assez peu coûteuse puisqu'on est toujours sur le même type cellulaire, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui est dépensée pour la différenciation. Chaque cellule produite par mitose est tout à fait identique à sa cellule mère, donc c'est une croissance peu coûteuse qui permet d'explorer énormément d'aspects dans le milieu. Mais on n'a pas du coup coopération entre cellules spécialisées. On commence à voir ces coopérations entre cellules un peu spécialisées seulement chez les algues brunes, ça n'existait pas chez Polysiphonia qui est un seul type cellulaire. La croissance localisée se fait soit par une initiale, le cas des algues, soit par un ensemble de cellules, angiospermes ou métazoaires. Une initiale permet la mise en place de cellules pas spécialisées si on est chez Polysiphonia, un peu spécialisées si on est chez le fucus. Ce qui permet une architecture du végétal ramifié. La ramification a exactement le même rôle que chez le mycélium. Augmenter la surface d'échange avec le milieu pour augmenter la probabilité de rencontre avec tous les éléments nécessaires pour la photosynthèse. On a aussi une petite spécialisation chez l'ensemble des algues avec un crampon qui leur permettent de s'accrocher au support et de rester en place dans leur milieu. Mais sinon, on n'a pas de spécialisation très poussée. Ici, la croissance sert essentiellement à augmenter la surface de contact avec le milieu. C'est tout l'opposé chez les angiospermes, puisque là, la croissance par le méristème met en place des organes entièrement spécialisés dans la nutrition, que sont les feuilles et les racines. Et met en place aussi un organe qui est la tige au sens strict, qui permet les échanges entre la racine et la tige. La racine et la feuille, pardon, via la tige. Donc ici, la croissance met en place des organes spécialisés dans la nutrition. On n'est pas seulement dans une augmentation de la surface d'échange avec le milieu,
même si ce phénomène existe, bien évidemment, mais mise en place d'organes spécialisés à fort rendement dans un milieu qui pourtant est particulièrement peu favorable, qu'est le milieu aérien. Chez l'animal, on a vu que la croissance avait un effet aussi sur la nutrition, mais c'est plutôt dans les relations interspécifiques que ça devient particulièrement important. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le mode de croissance des organismes détermine d'abord leur plan d'organisation. Il est évident que si vous avez une croissance diffuse, il n'y a pas de véritable plan d'organisation puisque toutes les cellules sont tout à fait identiques les unes aux autres. Si on a une apicale, il y a des possibilités de ramification, donc on commence à avoir une architecture globale de l'appareil végétatif, mais peu de distinction de tissus. On a seulement chez le fucus un début de spécialisation. Par contre, quand c'est une structure pluricellulaire qui est elle-même structurée, donc par exemple en couche L1, L2, L3, en centre quiescent, anneau initial pour le méristème des angiospermes, quand on a une structure pluricellulaire aussi organisée, alors il y a des possibilités de mise en place d'organes et donc d'apparition d'un plan d'organisation au sens strict du terme. Donc c'est seulement quand on a des cellules indifférenciées et qui fonctionnent en groupe que l'on peut avoir un véritable plan d'organisation et la formation de véritables organes. La grande différence, c'est qu'un végétal forme ses organes tout au long de sa vie et qu'un animal les forme lors du développement embryonnaire. Ensuite, les organes ne font que croître lors du développement post-embryonnaire ou changer un petit peu de développement et de phénotype, notamment en ce qui concerne les gonades, au cours de la maturité sexuelle. Mais en plus de déterminer un plan d'organisation, les modalités de croissance ont un impact direct sur le mode de nutrition. Il est évident que si la croissance est diffuse, toutes les cellules, puisqu'elles sont toutes identiques, toutes les cellules participent à la nutrition. Si au contraire, on a des structures pluricellulaires qui organisent la croissance, alors puisqu'il y a mise en place d'organes spécialisés, seuls certains organes participent à la nutrition et chaque organe est spécialisé dans un seul aspect de la nutrition. La feuille est spécialisée seulement dans la photosynthèse, la racine est spécialisée seulement dans l'absorption. Et puis si on prend les animaux, les appendices sont spécialisés seulement dans la prise de nourriture, le tube digestif seulement dans la digestion de cette nourriture, et ainsi de suite. Et les poumons seulement dans l'échange des gaz respiratoires, les reins seulement dans l'élimination des déchets. Donc plus on a un plan d'organisation complexe, avec des organes spécialisés, et plus chaque organe est spécialisé dans une sous-partie de la fonction de nutrition. Alors que quand on a une croissance rudimentaire, eh bien forcément, toutes les cellules participent à l'ensemble de la fonction de nutrition. Puisqu'on a croissance, on a toujours une exploration du milieu par la croissance pour des organismes qui sont fixés. Donc que ce soit des mycètes, que ce soit des plantes, tous les organismes qui ont une croissance, des plantes ou des algues, à partir du moment où on a une croissance, on a une exploration du milieu. Alors la croissance diffuse, qui est bien moins coûteuse sur le plan énergétique, est celle qui favorise le plus l'exploration du milieu par les phénomènes de croissance. Et c'est très marqué chez les mycètes qui ont une croissance vraiment spectaculaire et qui peuvent explorer un volume, alors je dis de sol parce que beaucoup de champignons vivent dans le sol, un énorme volume. Et ça compense le fait que la plupart des champignons se nourrissent à partir d'un milieu qui est peu dense en éléments nutritifs. Les éléments nutritifs sont rares, ils sont dilués ou ils sont juste dans certains endroits bien précis de leur milieu. Donc la probabilité de rencontre avec ces nutriments est très faible. Et là, on voit l'intérêt d'avoir une croissance diffuse particulièrement importante. Du coup, vous comprenez peut-être autrement l'intérêt de la symbiose entre un mycète et un angiosperme. Le mycète, pour grandir, met en place par son méristème apical racinaire un organe, donc ça consomme beaucoup d'énergie en termes de différenciation, etc.
alors que le champignon peut explorer ce même volume de sol juste par croissance diffuse de cellules toutes identiques entre elles, ce qui lui coûte extrêmement peu. Donc pour le mycète, l'exploration d'un volume de sol est beaucoup moins coûteux que ce qui pourrait être fait par des poils absorbants. D'où l'intérêt réciproque de l'association entre le mycète et la racine lors de la formation d'une mycorhize. Donc on vous demande, à partir des exemples qui sont programmes, donc pas les animaux, de pouvoir montrer directement comment le mode de croissance détermine un plan d'organisation. Ça, si par contre, le plan d'organisation animale est à connaître, mais pas en lien avec le mode de croissance. Mais pour tous les autres, il faut pouvoir montrer que le mode de croissance d'un organisme détermine son plan d'organisation, donc avec ou sans organes, pourquoi certains n'ont pas d'organes, et que ce plan d'organisation a un effet sur la nutrition. Donc il y a un lien direct entre croissance et mode de nutrition qui passe par le plan d'organisation et que les plans d'organisation les plus rustiques, à tel point qu'on n'ose même pas parler de plan d'organisation, dans le cas des mycètes par exemple, ne sont pas forcément les moins avantageux. Il y a un rapport à faire entre le rendement que réalise la structure. Par exemple, si on prend des feuilles, elles ont un très fort rendement, elles sont très efficaces, mais le coût pour mettre en place cette structure, elles ont coûté aussi beaucoup. Donc dans le cas de la racine, une racine avec des poils absorbants, certes, a un rendement qui n'est pas mauvais par unité de surface de poils absorbants, mais elle a un coût très élevé, et il est bien plus rentable, pour un même coût énergétique, d'avoir à la place plutôt un mycète, parce que le mycète aura fait une surface d'échange beaucoup plus importante. Donc même si le rendement des mycètes était moins bon, ce qui en fait n'est pas le cas, même si le rendement des mycètes était moins bon, la structure finale sera meilleure parce qu'elle aura une meilleure surface. Donc il ne faut pas seulement regarder le rendement. Nous, en tant qu'être humain, on a tendance à vouloir toujours regarder l'optimisation des choses. On regarde que le rendement. Non, c'est le rapport rendement sur coût qui est important pour déterminer ce qu'on va appeler dans les prochains cours la valeur sélective, c'est-à-dire la capacité de cet organisme à faire un certain nombre de descendants dans son milieu et donc à s'installer dans son milieu, se propager dans son milieu. Donc c'est pas seulement le rendement, une structure à faible rendement mais à très faible coût peut être tout aussi avantageuse qu'une structure à très fort rendement mais qui a consommé beaucoup d'énergie pour être installée dans ce milieu.